J'ai choisi donc de parler du débat historiographique autour d'un récit de voyage, donc le division du monde de Marco Polo, plutôt que de parler du récit en lui-même, pour voir jusqu'où on peut justement utiliser cette source comme une source scientifique. Dans l'irrésistible appel du voyage, Patrick Bûcheron estime que, et je cite, on se représente communément la société médiévale comme un monde enraciné, un monde borné par des horizons étroits, terrorisé par les périls de la mer, où voyager revient à trépasser ces limites infranchissables que sont les frontières montagne. Cette société voit en effet partir les premiers pèlerinages au Xe et XIe siècle. Un siècle plus tard, la figure de l'explorateur s'oppose au pèlerin. L'explorateur accepte la confrontation entre lui-même et l'autre et est exalté par le neuf, la merveille. Naît alors l'idée ou le problème du réel et de la légende médiévale. Autrement dit, l'expérience, le vécu du réel peuvent-ils faire contrepoids aux légendes accumulées sur l'altérité. Au milieu du XIIIe siècle, les explorateurs se lancent à la découverte de l'Asie centrale, de l'Inde et de la Chine, jusqu'à ce qu'en 1237, un peuple barbare entre en jeu. Des cavaliers nomades envahissent Moscou, Novgorod et Kiev. En Occident appelé Tartare, il s'agit des Mongols, avec qui, passé la période de terreur, on essaiera bientôt d'établir des contacts, voire des alliances. À partir de 1245, plusieurs voyageurs se tournent le pas. C'est le cas de Plan-Carpin et surtout de Guillaume de Rugro, qui écrit le livre Voyage dans l'Empire mongol au style fortement littéraire, qui invitera au voyage le public, parmi lequel un jeune marchand vénitien, Marco Polo. Et c'est en tant que jeune marchand, justement, que Marco Polo rendra compte de son voyage, cherchant à décrire le monde à travers ses sources d'approvisionnement, ses débouchés et voies d'échange. Dans son livre des merveilles, ou Devisement du monde, Marco Polo raconte deux expéditions. La première est celle de deux marchands, son père Nicolò et son oncle Maffeo, sur les traces de Guillaume de Ruglo. Les deux frères se rendent à Soldaia, un compteur en Crimée, pour gagner ensuite le grand khan Kubilai à Karakorum. Le deuxième voyage en Asie, cette fois-ci, auquel participe le jeune marchand qui avait alors que 17 ans, se fait entre 1272 et 1295, et ce sera ce voyage qui sera réellement au cœur du livre. Ce voyage, donc, avec pour but la cour du grand khan de Pékin, où Polo restera 16 ans, est décrit en 5 itinéraires possibles en parcourant le continent asiatique. Au cœur du livre, Marco Polo décrit l'Asie en mettant en avant une division de l'Asie mongole en deux grandes sections, géographiques et politiques. Les régions périphériques d'un côté et la Chine mongole de l'autre. En ce qui concerne la zone périphérique, aucun itinéraire ne peut être établi, même si les habitants, leurs activités et religions sont décrits. On peut donc supposer que ces chapitres ne correspondent pas à un vrai voyage dans ces provinces. En revanche, quand le Devisement du monde raconte les provinces de la Chine administrées par le Khan, la description devient minutieuse. Cette description du monde offre donc une source inépuisable au lecteur comme à l'historien, afin de découvrir ce monde inconnu. De là, on peut donc comprendre que beaucoup d'études historiques est portée sur l'importance du récit de Marco Polo. On retrouve en effet près de 150 manuscrits en Europe au XVe siècle, dont 5 dans la librairie de Charles Quint, ainsi que sur la question donc de la réalité de ce récit. Le voyageur vénitien semble lui-même nous donner une réponse à nos questions dans son prologue rédigé par Rusticalo da Pisa. Et je cite, pour savoir l'entière vérité sur les différentes contrées du monde, prenez ce livre et lisez-le. Vous y trouverez les grandes merveilles de la Grande Arménie, de la Perse, des Tartares, de l'Inde et de bien d'autres pays, comme notre livre vous les comptera méthodiquement. Merveilles que Messire Marco Polo, savant et illustre citoyen de Venise, raconte pour les avoir vues. Il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas vues, mais qu'il a entendues de gens absolument sûrs. Aussi donnerons-nous les choses vues pour vues et les entendues pour entendues, afin que notre livre soit vrai et sincère, sans le moindre mensonge. Que chacun qui entendra lire ce livre, ou le lira, lui fasse confiance, parce qu'il ne s'agit que de choses vraies. Notre but, en partant de cette citation, sera de s'aventurer dans les controverses les plus importantes qu'on peut susciter le livre, c'est-à-dire l'origine et l'écriture du texte, la présence réelle du marchand en Chine, ainsi que la nature de ce récit. Aussi, comme l'indique Pierre-Yves Valève, Marco ne tiendra jamais sa promesse initiale de donner les choses vues pour vues et les entendues pour entendues. Parlons donc d'abord de l'écriture et de l'origine du texte.
Selon le devisement du monde, on retrouve le marchand vénitien en 1298 en captivité à Gênes, après avoir combattu la République génoise dans une bataille navale. Aussi, la date et le lieu exact de la captivité sont incertains. Jacopo d'Acqui, chroniqueur italien, la situe au large de l'Aias en 1296, tandis qu'une autre tradition, défendue par Ramusio, géographe, place la captivité à Corzola en septembre 1298. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Or, cette période passée en prison aurait suffi pour faire écrire son voyage à un autre prisonnier écrivain, Rusticalo da Pisa, ou maître rusticien en français. Ce dernier est également l'auteur d'une version de deux romans en prose, Giron Courtois et Tristan, et ont probablement justement inspiré les légendes du roi Arthur et de Tristan. Toujours est-il qu'il existe également une autre transcription du récit de voyage de Marco Polo, celle de Fra Pipino da Bologna, en latin cette fois-ci. En effet, d'après les études de Barbara Wehr, un professeur allemand, la version de Fra Pipino serait la première, et elle montre qu'il pourrait s'agir d'une traduction d'une version en langue vulgaire vénitienne que Marco Polo aurait pu écrire lui-même. D'autant plus que le peu d'informations que l'on a aujourd'hui sur la biographie de Marco Polo ne permet pas de croire complètement à sa captivité. En tout cas, on n'en retrouve pas de traces dans les archives ni dans les chroniques du Vénitien Andrea D'Angelo, qui donne une liste de personnages célèbres faits prisonniers pendant la bataille. De plus, l'appétence pour la littérature de Rusticalo da Pisa n'indique-t-elle pas l'impossibilité d'une dictée sans ajout. Si l'on croit à l'hypothèse de Barbara Wehr, la version de Rusticalo serait donc une traduction du récit original embellie considérablement, aussi bien dans le style que dans les actions. Une deuxième controverse, plus extrême cette fois-ci, traite de la présence réelle du marchand en Chine. Dans l'article paru dans l'Histoire, Vrai ou faux Marco Polo en Chine, Christine Busquet-Labury interprète en quelque sorte la synthèse de ce paradigme. En effet, les historiens ont aujourd'hui bien du mal à se mettre d'accord pour savoir si Marco Polo a ou non accompli son voyage en Chine. Le problème se pose surtout à partir du XIXe siècle, quand les études historiques sur la Chine se multiplient. Le texte de Marco Polo est alors utilisé et accepté comme l'une des sources principales, malgré le caractère livresque, les exagérations et lacunes du livre. Si des doutes apparaissent au fil du temps sur un détail ou un autre, de manière générale, la description du jeune Vénitien continue à être perçue comme vraie. On doit alors attendre, même si des doutes avaient déjà surgi, l'année 1995, pour constater une rupture et une remise en question totale. Francis Wood, sinologue et historien spécialiste de l'histoire chinoise, publie alors l'ouvrage Did Marco Polo go to China? Marco Polo est-il allé en Chine? Dans ce livre, Wood reprend élément par élément tout ce qui peut faire penser que Marco Polo n'est en effet jamais allé en Chine. Elle réduit donc le récit du voyage de Marco Polo, ou alors de Rusticalo, à une compilation d'écrits d'époques différentes, surtout en persan. Un argument fondamental est celui de la langue. Dans son récit, Marco Polo n'utilise pour la toponymie que des noms d'origine persane, arabe ou turque. Le chinois ou le mongol sont donc complètement absents. Or, en tant que gouverneur de la cité de Yangzhou, il est pour Francis Wood difficile de croire que Marco Polo ne connaissait pas le chinois. Christine Busquet-Labury rétorque que, et je cite, l'Asie du Khan est unifiée par une langue, le persan, langue qu'il aurait apprise puisque la famille Polo possédait déjà des comptoirs en Crimée. Le manque de connaissances en chinois ne serait donc pas un argument valable. Le deuxième grand problème relevé par Francis Wood est constitué par le manque de description des mœurs et de certains monuments. Un élément de controverse est ainsi la Grande Muraille, qui n'apparaît nulle part dans le récit de Marco Polo. Mais cela peut être expliqué par l'éloignement entre la muraille et les zones où le voyageur dit être allé. Ce qui, en revanche, selon Francis Wood, ne peut avoir aucune explication est le fait que le thé, l'écriture chinoise et les pieds bandés, trois choses qui symbolisent la Chine dans l'imaginaire occidental, soient absents d'un texte à caractère populaire. Selon Yang Xiu, professeur à l'université de Tianjin, Marco Polo ne pouvait pas parler de thé, puisque les Mongols, contrairement aux Chinois, n'aiment pas en boire. Il en est de même pour les pieds bandés des femmes, une autre tradition que les Mongols ne suivent pas. Comment le Vénitien aurait-il pu avoir connaissance en effet de ces usages? Christine Busquet-Labury va encore plus loin. Selon elle, ce sont notamment ces éléments-là qui constituent la vérité dans le texte du jeune marchand. Elle affirme que ce manque total d'intérêt de Marco Polo pour les Chinois prouve, à contrario, sa profonde intégration dans la société mongole dont il épouse les structures mentales et les préjugés.
Marco Polo serait donc devenu en quelque sorte un produit de la cour mongole. Le grand problème de la thèse de Wood est le manque de preuves concernant les textes sources que Marco Polo aurait utilisés. Aucun texte ou récit de voyage antérieur n'a été trouvé. De plus, les archives laisseraient croire que Marco Polo a effectivement disparu de Venise pendant 25 ans, aucun document ne signalant sa présence. Notons cependant que là aussi, un manque de preuves ne peut confirmer une hypothèse contraire. Si les spécialistes ont du mal à s'entendre sur la vérité du récit, plusieurs points sont aujourd'hui acceptés. Ainsi, la réalité historique du personnage n'a jamais été contestée. Marco Polo venait d'une famille de marchands vénitiens ayant des comptoirs en mer Noire. On en trouve de nombreuses références dans les archives vénitiennes. Un deuxième trait d'accord est la présence de légendes et d'erreurs répandues au Moyen-Âge. Les dates aussi sont souvent erronées et on retrouve à plusieurs reprises des mensonges destinés à faire briller le voyageur. Même si Marco Polo peut très bien être allé en Chine, cela nous apprend que, comme l'écrit Patrick Bouchon, sans doute applique-t-on trop naïvement au texte de voyage nos catégories communes de la vérité et de l'erreur, en prêtant à lecteurs médiévaux une crédulité qu'ils n'avaient pas. Un dernier problème est soulevé par le goût actuel de classement et d'étiquetage, la nature de ce récit. En ayant souligné quelques controverses que pose cet ouvrage, il est maintenant clair que le terme récit de voyage n'est peut-être pas le plus adapté. On a parlé également de rapports d'ambassadeurs, de récits d'aventure et de livres de marchands. Or, rapport d'ambassadeurs et récits d'aventure semblent presque constituer une antithèse. Si le texte a été le plus souvent classifié comme un récit de voyage ou livre de marchand, il semble aujourd'hui être ni l'un ni l'autre, tout en ayant ses racines dans le rapport de mission et dans l'encyclopédie médiévale sur le modèle de Pline l'Ancien et Solon. Car comme le titre de l'œuvre l'indique, il s'agit bien de deviser ou de décrire le monde. Plus qu'une simple description, le devisement du monde évoque la puissance impériale et sa valeur symbolique, les merveilles de la nature ainsi que les pratiques commerciales. Le côté encyclopédique est donc bien présent et paraît aujourd'hui la seule chose sûre que l'on peut déduire de sa lecture. En effet, l'idée d'accoler une autre nature au récit sans avoir trouvé la clé de lecture semble dépassée. Et pour conclure, s'il est donc vrai que le témoignage de Marco Polo comporte bien des lacunes, il est vrai aussi que nul ne prouve qu'il n'ait pas effectué son voyage en Chine. Les spécialistes ont encore du mal à s'entendre et les recherches portant sur le devisement du monde sont loin d'être épuisées. Récemment, on a découvert des documents dans les archives chinoises attestant de l'envoi de 3 messagers de l'Empire mongol. Ces documents décrivent au détail près un passage de récit du voyage de Marco Polo et pourraient donc constituer une preuve de la vérité du voyage de ce dernier. Il serait trop imprudent, cependant, de tirer des conclusions hâtives. Aujourd'hui, il faut accepter que le devisement du monde n'est pas encore révélé tous ses mystères. Ainsi, le Corriere della Sera de septembre 2014, basé sur l'étude de Benjamin B. Olshan, s'intitule L'América scoperta da Marco Polo 200 anni prima di Colombo, ou en français, l'Amérique découverte par Marco Polo 200 ans avant Colomb. S'agit-il ici d'un sursaut de fierté italienne ou de nouvelles pistes encore à explorer? Merci beaucoup.